Parfait. Donc, aujourd'hui, alors, je vous mets en mode science-fiction puis en mode créativité. On va parler des membres surnuméraires. En fait, c'est pas tant une science-fiction, ça arrive pour vrai. Mais pour l'instant, la science-fiction, elle gagne la course. Écoute, on voit des docteurs Octopus un peu partout, mais on n'est pas capable encore de le faire exactement au complet. Donc, on y arrive, on y arrive. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des domaines possibles dans lesquels on pourrait aider avec des membres surnuméraires. Puis, dans le fond, c'est le pourquoi. Puis ensuite, le comment, on va faire un petit survol d'un état de l'art. On va parler des défis un peu plus qui concernent des membres surnuméraires. Donc, tout ce qui concerne l'interface homme-machine, les algorithmes de contrôle, puis les actionnaires. Puis, après ça, on va passer un aperçu de notre recherche qu'on fait à l'Université de Sherbrooke sur les membres surnuméraires. Donc, ça ne veut pas changer. OK. Donc, pourquoi on aimerait ça des membres surnuméraires? En fait, on a ciblé des applications qui concernent des gros assemblages. Parce que pour l'instant, tout ce qui est avion, bateau, train, des gros chantiers de construction, on fait encore beaucoup appel à l'assemblage manuel. Mais ça fait en sorte que les employés, ils doivent souvent soulever de lourdes charges. Ils font souvent des positions non ergonomiques. Ça augmente les risques de blessures. Tout ça mis un dans l'autre, ça fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser l'automatisation traditionnelle. Il n'y a pas de chaîne de montage qu'on est habitué de voir pour les automobiles. Quand on construit un avion, on ne peut pas avoir des avions qui passent sur un tapis roulant puis on construit ça. Donc, tout ce qui concerne les gros assemblages, souvent, les employés, ils doivent aller dans des endroits un peu exigus pour aller poser des rivets, aller poser des affaires dans les bateaux, dans les avions. Puis, c'est ce qui concerne aussi tout ce qui est assemblage avec un faible taux de production. On ne fait pas autant d'avions qu'on fait d'auto, juste parce que c'est plus gros. Donc, on ne peut pas avoir recours à une automatisation dite traditionnelle pour la majorité des tâches. Donc, c'est là que rentrera en compte tout ce qui est exosquelette et membres surnuméraires. Fait que là, je vais souvent faire la comparaison avec des exosquelettes pour la présentation parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est une technologie qui est un petit peu plus avancée pour l'instant que les membres surnuméraires. Puis, c'est ça, ça va nous aider à comparer. Donc, pourquoi on pourrait utiliser tout ce qui est membres surnuméraires et exosquelettes? C'est ce qui concerne les environnements complexes. Fait qu'on exploite la mobilité de l'humain. Dans le fond, on met un robot sur l'humain. Puis, le corps humain dirige le robot comme il veut. Fait à date, ce qui se fait, ça va être un survol. Là, effectivement, moi aussi, le type de présentation, parce que le but, c'est de susciter l'intérêt. Puis, on ne peut pas faire le tour de tout, mais vous allez voir qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui se font dans tout ce qui est bras surnuméraire. Donc, avant, juste pour se faire un petit topo de tout ce qui est exosquelette versus membre surnuméraire. Alors, à gauche, on a comme juste un schéma d'un exosquelette. Donc, c'est des joints reliés aux membres humains. Ce qui est cool, c'est que c'est ergonomique dans le sens qu'on peut vraiment contrôler le couple aux joints de l'exosquelette, puis on peut exactement savoir ce que ça fait sur l'humain. Par contre, il est contraint cinématiquement. Ça veut dire que les joints puis les membres du robot doivent suivre les membres de l'humain. Versus quand on va complètement à droite, les membres surnuméraires, on imagine un robot accroché sur les hanches de l'humain, il peut faire exactement des tâches en parallèle avec l'humain. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça peut augmenter les tâches. On peut avoir besoin seulement d'une personne pour faire une tâche qui demande 2 personnes. Puis, par contre, on ne sait pas encore ce que ça fait sur l'humain. Si on imagine que le bras bouge vite, est-ce que ça va déstabiliser l'humain? Il y a aussi tous les défis que je vais vous parler tantôt, parce que comme on ajoute un 3e bras, il faut le contrôler, ce bras-là. Puis, c'est ça. Puis, j'ai mis aussi des entre-deux. Fait que c'est comme, ils n'ont pas de nom encore. Est-ce que c'est des exosquelettes? Est-ce que c'est des membres surnuméraires? Quand ils sont accrochés sur l'humain, mais qu'ils ne suivent pas exactement tous les membres, ou quand ils sont accrochés dans l'environnement, mais qu'ils sont accrochés sur l'humain. Fait que, ça, c'est tous des entre-deux à proprement parler. Donc, les exosquelettes, juste pour faire une comparaison avec ça, comme c'est quelque chose qu'on connaît bien, on peut classer ça dans une échelle de gauche à droite. Soit que les exosquelettes servent à réduire le coût métabolique, donc il faut que ça soit quelque chose qui soit bien léger, avec en général moins de force,
ou c'est quelque chose qui sert à augmenter la force. Donc, c'est souvent des assemblages très lourds, mais qui permettent d'augmenter la force de l'humain. Ça, c'est à garder en tête parce que les membres surnuméraires, ça ne va pas suivre exactement la même règle. Puis nous, à l'Université de Sherbrooke, on essaie de combattre ces compromis-là. On essaie de faire autant de réduire de coûts métaboliques qu'augmenter la force. Ça, c'était juste pour montrer des exemples. Aussi, on n'est pas obligé d'avoir des exosquelettes ou des membres surnuméraires actifs. Ça peut être quelque chose de passif. Dans la majorité des cas, bien, dans certains cas, ça peut faire la job. Fait que ça, c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui existe là, pour augmenter l'ergonomie, pour augmenter la force ou pour réduire la fatigue, souvent pour des chaînes d'assemblage ou qu'on a besoin de travaux manuels. Et ça nous amène aux membres surnuméraires. Donc, à date, c'est pas mal dans un esprit de recherche encore, là, les membres surnuméraires. Il n'y a pas de produits qu'on peut acheter au Walmart encore. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se sont faits au MIT avec le professeur Asada. Puis, notre professeur à l'Université de Sherbrooke, Alexandre Girard, lui, il a fait son doctorat dans ce labo-là. Fait qu'il a pu amener son expertise pour que nous, on fasse une version pimpée, mettons. Donc, au laboratoire d'Asada, ils ont fait beaucoup de bras qui s'attachent sur l'épaule, des bras qui s'attachent sur les hanches, des doigts surnuméraires aussi pour prendre des choses qu'on a un petit peu plus de misère quand on a juste une main standard, etc. Puis, nous, à l'Université de Sherbrooke, on a une équipe à travailler sur un bras surnuméraire en partenariat avec Exonétique. Puis, ça donne bien. On a un talk d'Exonétique tout de suite après. Puis, c'est ça, nous, on fait des membres surnuméraires. Fait qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, ce qui nous amène au défi technologique. Comme c'est une technologie qui est vraiment nouvelle, bien, ça l'amène son lot de défis. Donc, le premier, c'est tout ce qui concerne interface humain-machine. Donc, dans le fond, si on parle d'un troisième bras, il faut qu'on sache un peu qu'est-ce que le bras veut. Comment on est capable de savoir qu'est-ce que l'humain veut, etc. Donc, il y a deux approches. Il y a soit l'approche directe ou l'approche indirecte. Donc, l'approche directe, ça serait plus comme, OK, bon, on se base sur une observation, soit par la voix, par des mouvements, par l'EMG, AMU, des choses, etc. Puis, on applique une consigne. Tandis que la méthode indirecte, c'est plus, OK, bon, on observe, qu'est-ce que l'utilisateur veut? Est-ce qu'il veut driller un panneau, par exemple? OK, bien là, il faudrait que je place mes bras en fonction de tenir le panneau pour que l'humain puisse le driller. Fait que c'est un peu, toutes ces approches-là, ça fait en sorte qu'on doit se poser beaucoup de questions quand on fait appel à des membres surnuméraires ou à de la robotique portative. Puis, dans le fond, ce qui se fait au MIT, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec les bras que je vous ai montré tantôt, ils ont fait des jambes aussi. Puis eux, avec les méthodes directes, ils mettent des EMG, des capteurs qui lisent l'activité des muscles. Ils en mettent un sur le pec à gauche, un sur le pec à droite, sur des abdos aussi. Puis selon ce que l'utilisateur force, est-ce qu'il force du pec gauche, pec droit, mais il est capable d'actionner les jambes soit par en avant, soit par en arrière. C'est encore très, très préliminaire comme recherche. Puis là, il l'a fait en simulation. Mais ça peut être quelque chose qui se fait pour savoir qu'est-ce que l'utilisateur veut. Une autre façon de faire, nous, à l'Université de Sherbrooke, on a travaillé sur un exosquelette. Fait que là, dans le fond, ça aussi, c'est une approche directe. Ça, c'est avec des IMU. Fait que selon on est où dans le cycle de marche, on peut essayer de contrôler les commandes qui s'appliquent à l'exosquelette. Ce qui est cool avec cette méthode de contrôle-là, c'est qu'on n'est pas obligé de marcher à vitesse constante. Puis on peut même, vous allez le voir à la fin, là, on peut même sauter parce qu'on est capable de détecter où est-ce qu'on est dans le cycle. Est-ce qu'on est proche de faire la swing phase, la phase de support, etc. Puis, on va voir bientôt qu'il saute. Et c'est au ralenti, là, évidemment, parce qu'on le fait à vitesse réelle. Là, en sautant, pouf, là, on applique full commande. Puis là, on voit que dans la phase où est-ce qu'on est rendu, on est en train de sauter. Fait qu'on est capable de détecter ça. Fait que ça, c'est un aperçu de ce qu'on fait à Sherbrooke, là, mais c'est ce qui concerne l'interface humain-machine. Il y a aussi une approche indirecte. Fait que ça, c'est au MIT qui font ça. Fait que ça, c'est
ils sont capables, avec des IMU, de voir où est-ce que l'humain veut placer ses bras. Ça, c'était pour une tâche là, précise de drillage. Là. Fait que, mettons, si l'humain il veut driller un panneau ou il veut le tenir, ben, les bras doivent agir un peu comme un complément à l'humain. Fait que là, selon où est-ce qu'il place ses bras, ben, ils sont capables de détecter qu'est-ce qu'il veut faire. Fait qu'il peut faire, c'est ça, le complément, tenir le panneau. Puis, il y a, avec des jauges de déformation aussi, ça peut être une approche plus indirecte. Fait que là, selon comment que la madame place sa main, c'est pour tenir telle sorte d'objet ou telle sorte d'objet, les doigts vont agir un peu comme un complément à ça. Fait que est-ce qu'elle veut tenir une grosse canne? Est-ce qu'elle veut tenir un serpent? Ça peut être différent, etc. Ensuite, pour faire un recap un peu sur tout ce qui est interface humain-machine, pour les exosquelettes, en général, ça va bien pour prédire les mouvements parce qu'on parle souvent de vitesse de marche constante. Par contre, pour les membres surnuméraires, c'est encore un gros problème, puis la recherche est assez balbutiement. Puis, il y a justement toutes les affaires que François Ferland parlait tantôt, peut-être que ça peut s'appliquer aussi pour les membres surnuméraires. Là. Fait que là, il y a comme de la recherche vraiment multifonctionnelle à faire avec ça. Ensuite, un autre défi, c'est tout ce qui concerne le contrôle robuste. Fait que ça, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, cette vidéo-là, mais je veux vous avertir, c'est fake. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça encore. C'est un beau montage vidéo. Donc, on peut s'imaginer qu'un des buts avec un membre surnuméraire, ça serait de stabiliser une position. Hein, fait que là, on a un exemple de bière ici, mais ça serait l'idéal. Puis nous, on travaille à faire ça à l'Université de Sherbrooke. Mais là, il y a quelque chose à faire parce que si on prend juste des IMU pour faire ça, ben, il y a peut-être trop de dérivations. Là, ça drift là, dans le langage de génie. Si on prend juste du visuel, est-ce que c'est trop lent? Est-ce qu'on peut faire de la fusion de capteurs? Il y a encore plein de questions à se poser là-dedans. Puis, ça demande d'avoir des actionneurs compliants parce que le bras robotique doit réagir rapidement. Puis, ça peut agir un peu comme une suspension. Ça, c'était juste un fun fact qu'on a trouvé ça bien drôle à l'université. Les poulets, eux autres, sont capables de le faire. Là. Fait que, si les autres sont capables, on est capable. C'est un défi qu'on s'est lancé. Ça, c'est au MIT. Eux, ils l'ont fait. Nous, on l'a fait, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, là, mais nous, ça marche encore mieux. On le fait aussi vite, puis on n'est pas obligé d'être à 4 fois la vitesse. C'est une vidéo qui a été filmée 4 fois. On peut maintenir une force constante, peu importe que la force, que la base bouge. Puis, dans le fond, c'était un peu pour le contrôle robuste, là, mais on va rentrer parce que moi, j'ai une préférence en génie mécanique. Hein, fait on rentre un peu dans les actionnaires. Tout ce qui est bras surnuméraires, etc., ça demande d'avoir un bon compromis d'actionnaires entre la masse, la force et la vitesse. Donc, pourquoi la masse? Bon, on ne veut pas que ça soit lourd, hein, vu que c'est porté par l'humain. On veut quand même être capable de soulever des bonnes charges là, ou être capable de faire de quoi. Puis, on veut quand même une bonne vitesse parce qu'on doit compenser la base. On doit compenser, c'est ça, le fait que la base bouge, il faut être capable de le compenser. Fait que là, souvent, on voit un bon compromis entre masse et force, ben, c'est les moteurs avec des bons ratios de réduction. Un bon compromis entre masse et vitesse, c'est les petits moteurs direct drive qu'on appelle. Puis entre la force et la vitesse, c'est les gros moteurs direct drive. Mais il n'y a comme rien encore qui est capable de faire le compromis entre les trois. Donc, nous, on s'attaque à ça. Puis, on peut le voir aussi comme un graphique entre la densité de couple, fait force-masse versus la vitesse max. Nous, on essaie d'atteindre la target ici parce qu'on veut être capable de compenser les vitesses de l'humain, mais aussi, il faut être capable d'avoir une bonne densité de force tout en étant léger. Fait que si on fait une étude de cas avec Dr. Octopus, on peut imaginer que lui, il a une pèse de 10 kg à 2 mètres. Fait que juste le couple statique, là, on ne compte pas les accélérations là-dedans, il doit être capable de supporter 200 Nm. Fait que là, mettons juste le joint là, à la base, là, sachant qu'il doit être capable de supporter 200 Nm. Si on prend les actionneurs qu'on connaît, mettons de Kinova, qui pèsent 0,6 kg pour 12 Nm, bien juste un de 200 Nm, il va peser 10 kg. Fait que là, Dr. Octopus, soit qu'il est fort en maudit, ou il y a un jeu de science-fiction derrière. Fait que dans le fond, le message pour les actionneurs, c'est encore un goulot d'étranglement pour plusieurs applications. Puis, c'est encore plus important pour les robots portables parce que c'est ça, la masse est super critique.
Fait que la recherche à l'UDS, qui se fait en partenariat aussi avec Exonautics, puis Pascal va pouvoir vous en parler tantôt, encore plus en détail, là, tout ce qui est exonautique. Moi, je vais vous parler plus de la recherche à l'université. Fait que ça, c'est notre troisième bras. On a soumis un article là-dessus. Fait que pour vous montrer, on est super backdrivable, fait qu'on est réversible. Fait que ça montre que c'est compliant. Puis, pour l'instant, comme c'est un premier prototype, on l'actionne avec un joystick. Fait que c'est comme une reproduction du mini-bras, dans le fond. Là. Fait qu'au lieu, on ne se bat pas tout de suite avec tout ce qui est détection de l'utilisateur, etc. Fait qu'avec le joystick, on peut s'amuser en masse là, pour faire des tâches qui demandent, qu'on est capable de faire en parallèle. Fait que l'humain cueille des tomates pendant que le robot en cueille aussi. Fait que c'est pour vous montrer un petit stun qu'on peut faire avec ça. On peut aussi peinturer. Fait que pendant que l'humain a ses deux mains sur l'échelle, le bras peut peinturer ou laver des fenêtres. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut faire en masse. Puis ça demande des actionnaires qui sont super rapides et compliants. On peut imaginer des tâches où l'utilisateur va faire de quoi avec ses mains, puis le robot agit un peu comme quelqu'un qui lui donne ses outils. Fait qu'avec ce bras-là, on était capable, en tout cas, je vais vous parler des specs tout le temps, là, mais on soulève quand même un bon payload. Ça, c'est pour vous montrer qu'il est capable de frapper sur du J-Proc. Il est fort, mais que ça ne fait pas trop de force de réaction à l'humain. Fait qu'on est encore dans l'exploration. Fait qu'on a de quoi pour jouer avec. Là, encore. Fait que ça, c'est ça pour le bras. Fait que le secret de la caramilk, c'est les embrayages magnétorhéologiques. Pascal va pouvoir vous en parler tantôt, mais on utilise un actionnement qui est délocalisé. Fait que tout ce qui est power unit, tout ce qui donne la puissance est délocalisé, puis par des lignes hydrostatiques, on amène ça au bras. Fait que ça permet d'être vraiment plus léger. Fait que justement, côté spec, là, juste la masse, ça a l'air d'être un gros bras, mais c'est super léger. C'est comme 4,2 kg le bras porté. Puis, on est capable de soulever 5 kg à bout de bras. Puis, en position de force, c'est plus autour de 12 kg. Fait que, on a comme 1,5 kW par joint. Fait que c'est puissant. Puis, on peut, la petite illustration en bas, c'est pour vous montrer, oui, on a des actionnaires délocalisés, mais mettons dans une usine, là, quand on parle de robotique collaborative, on peut imaginer qu'on a le power unit ou le power, comme un peu comme une balayeuse centrale. On se branche dans le mur. Ça peut être comme une balayeuse qu'on promène ou ça peut être dans le dos. Fait que ça, c'est toutes des choses qui se peuvent. Aussi, on peut maintenir, par le contrôle robuste, on peut maintenir une force sur une force constante contre le panneau, même pendant que l'utilisateur fait quelque chose. Donc, ça, c'est pour vous montrer, ça simule une base qui bouge. Fait qu'on est capable de maintenir une force. Ici, c'était pour maintenir un livre, mais on est capable de le faire avec des plus grosses forces que ça. Là, on peut peser 10 kg là, contre le mur aussi. Fait que ça, on peut faire ça. Puis, comme on a des actionnaires compliants puis qui réagissent rapidement, c'est facile de faire un contrôle en impédance. Fait que ceux qui sont plus contrôle, ils vont savoir c'est quoi, là, mais ça demande des actionnaires qui réagissent vite et qui ont une bonne réversibilité, en fait, ça demande des actionnaires qui ont une bonne source de force pure. Fait que nous, c'est ce qu'on fait. Puis, aussi, ça, c'était juste pour vous montrer dans les aperçus là, de la recherche à l'UDS. On explore, là, parce que là, on parle de bras, mais on explore aussi la possibilité d'avoir une jambe surnuméraire. Fait que là, ça, on commence à explorer ça. Fait que là, ça joue comme une canne. Puis là, on peut programmer pour qu'il suive la jambe, pour qu'il soit en antiphase avec la jambe, etc., etc. Donc c'est ça. Fait qu'on explore ça. Fait que ça demande des actionnaires super rapides pour ce qui est de la swing phase, fait que pendant qu'il ramène la jambe, puis des actionnaires forts pendant qu'il est au sol. Fait que ça demande les deux. Fait évidemment, on parle de faible inertie, d'être backdrivable, etc. Donc, c'est ça. Puis là, ben, ça, c'était juste un bonus COVID, là, parce que notre équipe, on est 5 étudiants à avoir participé à ça. Là. Pendant la crise, on ne s'est pas tourné les pouces, là, même si 3T était fermé. On a fait un respirateur avec du fluide magnétorhéologique. Fait que dans le fond, c'était un nouveau type de respirateur pour ventiler, parce qu'on a tout entendu qu'il manquait de respirateurs pendant la crise.
Fait que là, en 6 semaines, on a réussi à partir des pièces de proto qu'on avait un peu dans le 3T, dans nos labos. Puis on a monté quelque chose, puis on a pu ventiler un agneau pendant 4 heures. En fait, on a fait 5 heures. Notre target, c'était 4 heures. Puis on a dit, bon, ben, mission accomplie. Fait que ça, c'était juste un petit aparté. Fait qu'en conclusion, ben, les membres surnuméraires, ça peut augmenter la capacité, ça peut assister, etc. Ça améliore la fatigue, machin, mais il y a encore plein de défis. Fait que tout ce qui est interface humain-machine, traitement de signal, intelligence artificielle, les schémas de contrôle, les actionneurs, etc. Fait qu'il y a encore plein de recherches à faire. Puis c'est trippant parce qu'on peut l'essayer puis on peut jouer avec quasiment tous les jours. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire pour aujourd'hui.